Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, en Égypte, le divorce continue à être très mal vu lorsqu'il est demandé par les femmes, mais de plus en plus d'entre elles osent franchir le pas, en cause notamment les violences conjugales et la crise économique rencontre. Au Japon, la prestigieuse université de médecine de Tokyo au cœur d'un scandale. Pour limiter le nombre de femmes médecins, elle a abaissé les notes des candidates au concours d'entrée. Reportage de nos correspondants. Et pour finir, direction l'Afrique du Sud, où plus de 100 plaintes pour viol sont enregistrées chaque jour par la police. Face à ce fléau, une femme a mis en place plusieurs programmes. Autodéfense pour les filles, sensibilisation pour les garçons. Témoignages à suivre. Mais pour commencer, partons en Égypte où près de la moitié des couples divorceraient dans les 5 premières années de mariage d'après le Bureau des statistiques locales. De plus en plus d'épouses demandent la séparation, un acte de courage alors que tout est fait pour les en empêcher. Nos correspondants sur place. Doha vit seule au Caire avec ses enfants. Elle a quitté son mari après un mariage difficile, mais depuis c'est son quotidien qui est devenu compliqué. En Égypte, le divorce est un combat, la vie d'après aussi. J'ai perdu l'appartement familial, car en Égypte, c'est l'homme qui fournit le lieu où la famille s'installe. Ensuite, j'ai voulu acheter un appartement pour mes enfants et moi, mais le propriétaire a refusé car j'étais divorcée. Il ne voulait pas d'une femme sans mari, seulement d'une famille. Malgré ces difficultés, les Égyptiennes sont de plus en plus nombreuses à demander le divorce. Ici, un mariage sur 2 se termine par une séparation. Motif, la hausse des violences conjugales et la crise économique qui fragilise les ménages. Dans cette association, les femmes viennent chercher des conseils juridiques, car la loi égyptienne favorise les hommes qui peuvent facilement répudier leur compagne. Les femmes, elles, doivent prouver que leur demande de divorce est justifiée, et ce n'est pas tout. Par exemple, si une femme divorcée qui a la garde de ses enfants veut se remarier, elle perd leur garde. Ce n'est pas juste. Ou encore, une femme divorcée peut avoir la garde de ses enfants, mais sans avoir aucun droit sur eux. Si elle veut obtenir ce qu'on appelle la garde éducationnelle, elle doit déposer un dossier au tribunal pour pouvoir inscrire son enfant à l'école ou l'en retirer. Ce droit ne lui est pas automatiquement accordé. À Zagazig, à une centaine de kilomètres au nord-ouest du Caire, Mahassen est devenue la voix des divorcés. Dans ce cybercafé, elle a monté une web radio. Sa radio connaît depuis quelques années un grand succès, même en dehors du pays. Pour cette femme divorcée, il était temps de briser un tabou social et de donner la parole à ces femmes émancipées. Aujourd'hui, on a parlé du regard stigmatisant de la société vis-à-vis des femmes divorcées, considérées comme des perdantes. Eh bien, on essaie de changer cette vision des choses. On essaie aussi d'aider les femmes à faire face au regard négatif que notre société porte sur elles. La société égyptienne se transforme, les femmes sont plus éduquées qu'avant et commencent à revendiquer leurs droits, notamment le droit à un divorce équitable. Au Japon, c'est un scandale qui illustre la misogynie de la société. L'université de médecine de Tokyo a reconnu qu'elle abaissait depuis des années les notes de ses candidates au concours d'entrée. Objectif, limiter le nombre de femmes médecins. Reportage de Constantin Simon. C'est un scandale qui fait trembler le Japon et révèle au grand jour les racines d'une discrimination profonde contre les femmes. L'institution à abattre, l'école de médecine de Tokyo, la plus prestigieuse université médicale japonaise, a reconnu que depuis 2006, elle abaissait en secret les notes des candidates à son concours d'entrée. But de la manipulation, qu'il n'y ait pas plus de 30% de femmes médecins, car les femmes sont susceptibles de quitter leur emploi lorsqu'elles deviennent mères. C'est triste qu'on triche comme ça et qu'on change les notes derrière notre dos. Il y a des candidates qui ont tout sacrifié pour assurer leur avenir. Depuis que je suis à l'université, je constate cette inégalité. Dans ma classe, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. C'est bizarre, ça ne peut pas continuer comme ça. L'ex-président de l'université et d'autres hauts fonctionnaires ont été mis en examen. L'école de médecine a rejeté notre demande d'interview, comme la plupart de ses étudiants.
Au Japon, critiquer l'institution à laquelle on appartient est très mal vu. Mais l'un des étudiants a finalement accepté de nous parler. J'éprouve avant tout un sentiment de colère. Colère contre cette injustice causée à toutes ces candidates. Et puis ça nous met, nous les hommes, dans une situation vraiment embarrassante. On est là, après les examens, à occuper une place qui revenait peut-être à telle ou telle femme. C'est comme s'il faudrait presque qu'on rende notre place. Le pire, c'est que notre université clamait partout que la diversité était sa priorité. Maintenant, on ne lui fait plus du tout confiance. D'autres universités médicales pourraient elles aussi avoir imposé ces quotas cachés contre les femmes. Le gouvernement a lancé une enquête nationale. Voici l'homme qui s'en occupe. Bonjour. Il affirme travailler jour et nuit pour faire la lumière sur ce scandale. Toutes les autres universités médicales disent qu'elles ne trichent pas. Mais dans la grande majorité de ces établissements, quand on compare les résultats des hommes et des femmes, le taux de réussite des hommes est beaucoup plus élevé que celui des femmes. Donc c'est étrange. Moi aussi, j'ai dû passer des examens difficiles, j'ai travaillé dur parce que j'avais confiance dans le système universitaire. Alors je présente mes excuses à toutes ces femmes, pas au nom du ministère, mais en mon nom, à titre personnel. Compensation financière, réintégration des candidates lésées, les autorités tentent d'effacer l'irréparable. Aux racines de l'injustice, la pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux publics japonais. C'est pour y faire face que l'école de médecine a imposé ses quotas. Jeune diplômée, Tomoko a travaillé plusieurs années dans un hôpital public avant de fonder sa clinique. À cette époque, mes enfants étaient encore tout petits. Il fallait que je les élève tout en travaillant, gérer la période difficile des 2 ans lorsqu'ils tombaient malades, etc. C'était un sacré boulot. Aujourd'hui, Tomoko continue à recevoir jusqu'à 60 patients par jour. Mais ses horaires sont plus souples. Au Japon, société patriarcale, c'est à la femme de s'occuper des enfants. Déléguer cette tâche à d'autres est mal vu. Une fois mères, beaucoup de Japonaises sont contraintes d'abandonner leur travail, surtout dans les secteurs les plus compétitifs. Une de mes amies de la fac, après avoir eu son premier enfant, a annoncé à son chef son intention d'en avoir un deuxième. Ce n'était qu'un projet, elle n'était même pas enceinte, mais il lui a dit que ce n'était même pas la peine de revenir travailler. Les hommes peuvent travailler librement. Moi, je peux continuer à travailler car je dispose d'une certaine liberté. Mais à cause des obligations familiales et des tâches ménagères, c'est vrai qu'il est difficile d'être toujours 100% à l'hôpital. Le Japon est le pays développé qui a la plus faible proportion de femmes médecins. Pour les traditionalistes, ces quotas invisibles tentaient de répondre à un vrai problème. Je comprends le point de vue des hôpitaux. C'est une réalité que beaucoup de femmes quittent leur emploi lorsqu'elles deviennent mères. Imaginez ce qui se passerait dans un hôpital si toutes les femmes médecins étaient enceintes au même moment et prenaient leur congé maternité au même moment. Est-ce aux femmes de sacrifier leur vie professionnelle pour avoir des enfants ou à l'État de trouver une solution? Depuis les révélations, des collectifs d'avocats et d'activistes tentent de faire pression sur les autorités. Ce n'est pas seulement le problème de telle ou telle université. Cette discrimination des femmes est au fondement de la société japonaise. Donc, en la combattant, on a la possibilité de changer la société. Le Premier ministre Shinzo Abe a fait du travail des femmes un des piliers de son programme. Mais les inégalités sont encore très élevées. L'année dernière, le Japon est tombé à la 114e place du classement des pays selon l'égalité des sexes. Avec plus de 100 viols officiellement enregistrés par jour, l'Afrique du Sud apparaît comme l'un des pays les plus dangereux envers les femmes. L'une d'entre elles a décidé de s'attaquer à ce fléau en proposant des formations dans les écoles pour filles et garçons. Témoignage. Frapper et réagir face à un violeur, c'est ce qu'apprennent ces jeunes filles. Et visiblement, le cours est efficace. Le viol, c'est une agression parce que personne n'a le droit de te toucher là où tu n'en as pas envie. Donc il faut que je sorte toute la colère que j'ai dans le ventre et que je me batte. Mais l'objectif est aussi de permettre aux jeunes filles de prendre confiance en elles.
Ce qui est incroyable avec ces ateliers d'autodéfense, c'est qu'en fait, on ne se concentre pas sur l'aspect physique, mais sur le mental. On utilise le physique comme un outil pour renforcer leur esprit. L'association cherche aussi, et avant tout, à briser les stéréotypes. Pour cela, les garçons de cette autre école de Soweto font un jeu autour des émotions. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'enseigner aux garçons l'empathie. Et c'est incroyable de voir de quelle façon ils répondent. Ce qu'on fait, c'est regarder ces garçons différemment. Plutôt qu'un violeur potentiel, on veut voir en eux un témoin qui deviendrait acteur de la scène pour empêcher les violences faites aux femmes. L'association intervient aussi auprès des parents. À l'aide de conférences-débats, elle tente de modifier le regard porté sur les victimes. J'ai dit à ma mère que j'avais été violée, elle m'a dit que je mentais. En tant que mère, qu'est-ce que vous en pensez? Pour elle, il fallait que ce soit un mensonge, parce qu'elle ne pouvait pas accepter la vérité, elle a tout rejeté sur moi. Et pour moi, ça a été dévastateur. Donc en tant que mère, il faut que nous réfléchissions à ça. En 5 ans, Action Breaks Silence a sensibilisé plus de 13 000 enfants dans le pays. Et sa méthode a conquis les autorités. Le ministère sud-africain de la Santé a demandé à l'ONG de former 160 instructeurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à nous suivre et à réagir sur les réseaux sociaux. À très vite sur la toile.